Bienvenue dans ce voyage à travers les merveilles de l'astronomie, un voyage conçu pour accompagner votre sommeil profond et réparateur. Permettez à votre esprit de flotter doucement parmi les étoiles pendant que nous explorons ensemble les mystères infinis de l'univers. Chaque fait, chaque découverte que vous allez entendre ce soir est une invitation à la contemplation paisible, une porte ouverte vers l'immensité cosmique qui nous entoure. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez votre respiration devenir aussi régulière que le mouvement des planètes autour du Soleil. L'univers observable s'étend sur environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre, une distance si vaste qu'elle défie toute compréhension humaine ordinaire. Pour mettre cela en perspective, si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, soit 300 000 km par seconde. Il vous faudrait encore 93 milliards d'années pour traverser l'univers observable d'un bout à l'autre. Cette immensité vertigineuse nous rappelle notre place humble mais précieuse dans le cosmos. Chaque étoile que vous voyez briller dans le ciel nocturne est un soleil lointain, peut-être entouré de ses propres planètes, peut-être abritant ses propres formes de vie. Respirez profondément et imaginez cette vastitude infinie qui s'étend au-delà de tout ce que nos yeux peuvent percevoir. Notre propre galaxie, la Voie lactée, contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles, un nombre tellement grand qu'il est presque impossible à conceptualiser. Si vous deviez compter une étoile par seconde, sans jamais vous arrêter pour dormir ou manger, il vous faudrait plus de 6000 ans pour compter seulement 200 milliards d'étoiles. Et notre galaxie n'est qu'une parmi les 2000 milliards de galaxies estimées dans l'univers observable. Chacune de ces galaxies contient elle-même des centaines de milliards d'étoiles. Laissez cette pensée apaiser votre esprit, car face à une telle immensité, nos soucis quotidiens deviennent aussi petits que des grains de sable sur une plage infinie. Le Soleil, notre étoile la plus proche, est une boule de plasma brûlant qui transforme chaque seconde environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium par fusion nucléaire. Cette réaction libère une quantité phénoménale d'énergie, équivalente à l'explosion de plusieurs milliards de bombes nucléaires chaque seconde. Pourtant, malgré cette puissance inimaginable, le Soleil ne perd qu'environ 4 millions de tonnes de masse par seconde. Une quantité infinitésimale comparée à sa masse totale de 2 nonillions de kilogrammes. À ce rythme, le Soleil pourra continuer à briller pendant encore environ 5 milliards d'années avant d'épuiser son carburant nucléaire. Fermez les yeux et imaginez la chaleur douce du Soleil sur votre visage, cette même énergie qui a voyagé pendant 8 minutes et 20 secondes à travers l'espace vide pour atteindre la Terre. La lumière du Soleil qui illumine votre journée a commencé son voyage au cœur de notre étoile il y a environ 100 000 ans. Les photons créés par la fusion nucléaire dans le noyau solaire doivent traverser les couches denses du Soleil, rebondissant sans cesse contre les atomes dans un parcours chaotique qui peut prendre des dizaines de milliers d'années. Ce n'est qu'une fois arrivés à la surface solaire que ces photons peuvent enfin s'échapper et voyager en ligne droite à travers l'espace jusqu'à la Terre en seulement 8 minutes. Ainsi, la lumière qui caresse votre peau contient en elle l'histoire d'un voyage qui a commencé bien avant que l'humanité n'existe sur Terre. Laissez cette pensée bercer votre esprit vers un sommeil paisible. Notre planète Terre voyage autour du Soleil à une vitesse moyenne de 107 000 km/h, soit environ 30 km par seconde. Pendant que vous dormez profondément cette nuit, vous parcourez plus de 2,5 millions de kilomètres dans l'espace, emportés par le mouvement orbital de la Terre. Mais ce n'est pas tout, car le Soleil lui-même orbite autour du centre de la Voie lactée à une vitesse d'environ 800 000 km/h. Entraînant avec lui la Terre et toutes les autres planètes du système solaire. Et la Voie lactée elle-même se déplace à travers l'espace à une vitesse d'environ 2 millions de km/h. Vous êtes donc en mouvement constant, voyageant à travers le cosmos à des vitesses vertigineuses, et pourtant vous vous sentez parfaitement immobile, confortablement installé dans votre lit. La Lune, notre fidèle satellite naturel, s'éloigne lentement de la Terre à raison d'environ 3,8 cm par an. Ce phénomène est dû aux forces de marée qui créent un transfert d'énergie entre la Terre et la Lune. Il y a 4,5 milliards d'années, au moment de sa formation, la Lune était environ 15 fois plus proche de la Terre qu'elle ne l'est aujourd'hui. À cette époque, la Lune apparaissait énorme dans le ciel terrestre, et les marées qu'elle provoquait étaient des centaines de fois plus puissantes que celles que nous connaissons aujourd'hui. Dans un avenir très lointain, dans environ 600 millions d'années, la Lune sera suffisamment éloignée pour que les éclipses solaires totales ne soient plus possibles. Imaginez la Lune qui veille sur votre sommeil ce soir, ce compagnon céleste qui a accompagné la Terre à travers toute l'histoire de la vie sur notre planète. Les anneaux spectaculaires de Saturne, composés principalement de particules de glace, d'eau et de poussière, sont beaucoup plus minces qu'on ne pourrait le penser. Bien qu'ils s'étendent sur plus de 280 000 km de diamètre, leur épaisseur moyenne n'est que d'environ 10 mètres.
Si vous pouviez réduire les anneaux de Saturne à la taille d'un terrain de football, ils seraient plus minces qu'une feuille de papier. Ces anneaux majestueux ne sont pas solides mais sont constitués de milliards de morceaux individuels, allant de minuscules grains de poussière à des blocs de glace de la taille d'une maison. Chaque particule orbite autour de Saturne à sa propre vitesse, créant cette structure complexe et magnifique qui fascine les astronomes depuis que Galilée les a observés pour la première fois en 1610. Laissez votre esprit flotter parmi ces particules scintillantes pendant que vous glissez vers un sommeil profond. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, est si massive qu'elle pourrait contenir toutes les autres planètes du système solaire combinées avec encore de la place à revendre. Sa masse est 2,5 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes réunies. Pourtant, malgré sa taille énorme, Jupiter tourne sur elle-même en seulement 9h55, ce qui en fait la planète à la rotation la plus rapide du système solaire. Cette rotation rapide crée des vents violents dans son atmosphère, atteignant des vitesses de plus de 600 km/h, et déforme la planète en un ellipsoïde aplati au pôle. La grande tache rouge de Jupiter, un anticyclone géant qui fait rage depuis au moins 300 ans, est si grande que 3 terres pourraient y tenir côte à côte. Imaginez cette tempête titanesque, tournoyant majestueusement dans l'atmosphère jovienne depuis des siècles, bien avant que vos arrière-arrière-arrière-grands-parents ne naissent. Les étoiles que vous voyez scintiller dans le ciel nocturne ne clignotent pas réellement. Ce scintillement apparent est causé par la turbulence dans l'atmosphère terrestre. Lorsque la lumière d'une étoile traverse les différentes couches d'air de notre atmosphère, elle est constamment déviée de sa trajectoire par les variations de température et de densité. C'est cette déviation constante et rapide qui crée l'illusion du scintillement. Les astronautes en orbite autour de la Terre, au-dessus de l'atmosphère, voient les étoiles comme des points de lumière parfaitement stables et constants. Les planètes, en revanche, scintillent beaucoup moins que les étoiles car elles sont suffisamment proches pour apparaître comme de petits disques plutôt que comme des points. Ce qui moyenne les effets de la turbulence atmosphérique. Respirez calmement et imaginez ces lumières constantes et éternelles qui brillent dans le vide silencieux de l'espace. Notre système solaire s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années à partir d'un nuage géant de gaz et de poussière appelé nébuleuse solaire. Ce nuage, provenant probablement de l'explosion d'une ou plusieurs étoiles massives qui l'ont précédé, a commencé à s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité. En se contractant, le nuage s'est mis à tourner de plus en plus vite, formant un disque aplati avec une concentration de matière au centre qui deviendrait le Soleil. Les planètes se sont formées à partir du matériau restant dans le disque, agglomérant progressivement les particules de poussière en rochers, puis en planétésimaux, et finalement en planètes. Ce processus a pris environ 100 millions d'années, un clignement d'œil à l'échelle cosmique. Tout ce qui vous entoure, chaque atome de votre corps, a été forgé dans ce processus ancien, vous reliant intimement aux origines même du système solaire. Les étoiles ne sont pas toutes blanches ou jaunes comme le Soleil. Elles existent dans une variété de couleurs déterminées par leur température de surface. Les étoiles les plus chaudes brillent d'un bleu éclatant avec des températures de surface dépassant 30 000 degrés Celsius. Les étoiles de température moyenne, comme notre Soleil, apparaissent jaunes avec des températures autour de 5500 degrés Celsius. Les étoiles les plus froides brillent d'une lueur rouge orangée avec des températures aussi basses que 2500 degrés Celsius. Pourtant, même ces étoiles les plus froides sont bien plus chaudes que tout ce que nous pouvons imaginer sur Terre. Cette diversité de couleurs crée des tableaux magnifiques dans le ciel nocturne, une palette cosmique peinte par les lois de la physique. Laissez ces couleurs stellaires danser doucement dans votre imagination pendant que vous vous enfoncez plus profondément dans le sommeil. Les trous noirs, ces objets mystérieux et fascinants, sont des régions de l'espace où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Ils se forment généralement lorsqu'une étoile massive, au moins 20 fois plus massive que le Soleil, arrive en fin de vie et s'effondre sur elle-même dans une explosion spectaculaire appelée supernova. Le cœur de l'étoile se comprime alors en un point infiniment dense appelé singularité, entouré par une frontière invisible appelée horizon des événements. Au-delà de cet horizon, les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent de fonctionner de manière prévisible. Le temps lui-même se comporte de façon étrange près d'un trou noir, ralentissant à mesure qu'on s'approche de l'horizon des événements. Pour un observateur extérieur, quelqu'un tombant dans un trou noir semblerait se figer dans le temps, ne franchissant jamais tout à fait l'horizon. Mais pour la personne qui tombe, le passage à travers l'horizon serait instantané, même si ce serait aussi le dernier instant de son existence. Au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif appelé Sagittarius à étoiles.
Ce monstre cosmique a une masse équivalente à environ 4 millions de fois celle du Soleil, comprimé dans une région pas plus grande que le système solaire intérieur. Malgré sa masse énorme, Sagittarius A étoile est relativement calme en ce moment, ne dévorant qu'occasionnellement des nuages de gaz ou des étoiles malchanceuses qui s'aventurent trop près. Quand cela arrive, la matière en chute s'échauffe à des températures extrêmes et émet de puissants rayonnements avant de disparaître au-delà de l'horizon des événements. Les scientifiques pensent que pratiquement toutes les grandes galaxies abritent un trou noir supermassif en leur centre, des reliques des premiers âges de l'univers. Ces géants silencieux exercent une influence gravitationnelle sur toutes les étoiles de leur galaxie, orchestrant la danse cosmique de centaines de milliards d'étoiles. Fermez les yeux et imaginez ce cœur sombre et puissant de notre galaxie, veillant silencieusement sur nous depuis une distance de 26 000 années-lumière. L'univers n'a pas toujours existé tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il y a environ 13,8 milliards d'années, tout l'espace, le temps, la matière et l'énergie de l'univers étaient concentrés en un point infiniment dense et chaud. Puis, dans un événement que nous appelons le Big Bang, l'univers a commencé à s'étendre et à se refroidir. Dans les premières fractions de seconde, l'univers était incroyablement petit, chaud et dense, trop chaud même pour que les atomes puissent exister. Les particules fondamentales comme les quarks et les électrons nageaient dans un plasma brûlant. À mesure que l'univers s'est étendu et refroidi, ces particules se sont combinées pour former les premiers protons et neutrons, puis les premiers noyaux atomiques simples d'hydrogène et d'hélium. Il a fallu attendre environ 380 000 ans après le Big Bang pour que l'univers refroidisse suffisamment pour permettre aux électrons de se lier au noyau et former les premiers atomes complets. C'est à ce moment que la lumière a pu enfin voyager librement à travers l'univers, créant ce que nous appelons aujourd'hui le fond diffus cosmologique, la plus ancienne lumière de l'univers que nous pouvons encore observer. Les premières étoiles de l'univers, appelées étoiles de population 3, étaient très différentes des étoiles que nous voyons aujourd'hui. Formées uniquement d'hydrogène et d'hélium créés lors du Big Bang, sans aucun des éléments plus lourds que nous trouvons dans les étoiles modernes. Elles étaient probablement beaucoup plus massives que les étoiles actuelles, certaines atteignant peut-être 100 ou même 1000 fois la masse du Soleil. Ces géants brillaient avec une intensité féroce et brûlaient leur carburant nucléaire à une vitesse vertigineuse, ne vivant que quelques millions d'années avant d'exploser en supernovas spectaculaires. C'est dans ces premières supernovas que les éléments plus lourds ont été forgés pour la première fois, le carbone, l'oxygène, le fer, et tous les autres éléments qui constituent les planètes et la vie telle que nous la connaissons. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles, les restes atomiques d'étoiles mortes depuis longtemps. Chaque atome de calcium dans vos os, chaque atome de fer dans votre sang, a été créé dans le cœur brûlant d'une étoile mourante il y a des milliards d'années. Cette connexion profonde entre vous et le cosmos est une vérité scientifique aussi poétique que n'importe quelle métaphore. Mars, la planète rouge, doit sa couleur distinctive à l'oxyde de fer, essentiellement de la rouille, qui couvre sa surface. Cette planète, environ la moitié de la taille de la Terre, a fasciné l'humanité pendant des millénaires avec sa lueur rougeâtre visible à l'œil nu dans le ciel nocturne. Mars possède les plus hauts volcans et les plus profonds canyons du système solaire. Le mont Olympe, le plus grand volcan connu, s'élève à 22 km au-dessus de la surface martienne, presque 3 fois la hauteur du mont Everest. Val Marinery, le système de canyons martiens, s'étend sur plus de 4000 km de long, assez pour traverser les États-Unis d'un océan à l'autre. Les preuves géologiques suggèrent que Mars a autrefois possédé de vastes océans d'eau liquide à sa surface, il y a environ 3,8 milliards d'années. Où est passée toute cette eau reste l'un des grands mystères de la science planétaire. Une partie s'est probablement échappée dans l'espace lorsque Mars a perdu son champ magnétique protecteur. Tandis qu'une grande quantité reste probablement piégée sous forme de glace sous la surface et au pôle de la planète. Imaginez ces océans martiens anciens, des vagues s'écrasant sur des rivages aujourd'hui disparus, sous un ciel qui était peut-être plus épais et plus chaud qu'aujourd'hui. Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire, a une température de surface moyenne d'environ 465 degrés Celsius, suffisamment chaude pour faire fondre le plomb. Cette chaleur extrême n'est pas due à sa proximité avec le Soleil, bien qu'elle soit la deuxième planète la plus proche de notre étoile. C'est plutôt l'effet de serre incontrôlé dans son atmosphère épaisse de dioxyde de carbone qui piège la chaleur solaire. L'atmosphère de Vénus est si dense que la pression à sa surface est 90 fois supérieure à celle de la Terre, équivalente à la pression que vous ressentiriez 1 km sous la surface de l'océan terrestre. Les nuages de Vénus sont composés d'acide sulfurique concentré, créant des pluies acides qui s'évaporent avant même d'atteindre le sol en raison de la chaleur intense. Malgré ces conditions infernales,
Vénus était autrefois considérée comme la jumelle de la Terre en raison de leur taille et composition similaires. Les scientifiques pensent que Vénus a peut-être possédé des océans dans un passé lointain. Mais un emballement de l'effet de serre a transformé cette planète potentiellement habitable en l'enfer que nous observons aujourd'hui. Cette histoire sert d'avertissement cosmique sur les dangers du changement climatique incontrôlé. Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil dans notre système solaire, est un monde de bleu profond balayé par les vents les plus rapides du système solaire. Ces vents peuvent atteindre des vitesses de plus de 2000 km/h, 5 fois plus rapides que les ouragans les plus violents sur Terre. Neptune reçoit si peu de lumière solaire, étant à environ 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, que son atmosphère devrait être relativement calme selon les modèles atmosphériques simples. Le fait qu'elle soit si dynamique suggère que Neptune possède une source interne de chaleur qui alimente ses vents furieux. La planète émet en effet 2,6 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. D'où vient cette chaleur interne reste un mystère. Neptune met environ 165 années terrestres pour compléter une orbite autour du Soleil. Ce qui signifie qu'elle n'a complété qu'une seule orbite depuis sa découverte en 1846. Laissez votre esprit voyager jusqu'à ce monde lointain et glacé, où un coucher de soleil dure des décennies et où les saisons s'étendent sur des générations humaines entières. Les comètes, ces voyageurs glacés du système solaire externe, sont souvent décrites comme des boules de neige sale. Elles sont composées principalement de glace d'eau, de dioxyde de carbone gelé, de méthane et d'ammoniac, mélangés à de la poussière et des roches. Passant la plupart de leur temps dans les régions froides et lointaines du système solaire, les comètes restent gelées et inertes. Mais lorsque leur orbite les amène près du Soleil, la chaleur solaire commence à vaporiser les glaces, créant une atmosphère ténue appelée coma qui peut s'étendre sur des dizaines de milliers de kilomètres. La pression de la lumière solaire et le vent solaire repoussent alors cette matière vaporisée, formant les queues spectaculaires qui peuvent s'étendre sur des millions de kilomètres. Les comètes ont toujours deux queues, une composée de poussière qui suit la trajectoire orbitale de la comète, et une composée de gaz ionisé qui pointe toujours directement à l'opposé du Soleil. Les scientifiques pensent que les comètes sont des vestiges primitifs de la formation du système solaire. Des capsules temporelles glacées qui ont préservé les matériaux originaux dont les planètes sont faites. Certains chercheurs théorisent même que les comètes ont pu apporter l'eau sur Terre il y a des milliards d'années, en bombardant notre jeune planète avec leur glace. Si c'est vrai, alors l'eau que vous buvez, l'eau qui compose la majeure partie de votre corps, pourrait avoir voyagé à travers le système solaire pendant des éons avant d'arriver sur Terre. Les pulsars sont parmi les objets les plus étranges et les plus fascinants de l'univers. Ce sont des étoiles à neutrons en rotation rapide qui émettent des faisceaux de rayonnement depuis leur pôle magnétique. Alors que l'étoile tourne, ces faisceaux balayent l'espace comme le faisceau d'un phare, et si la Terre se trouve dans leur trajectoire, nous détectons des impulsions régulières de rayonnement. Certains pulsars tournent des centaines de fois par seconde. Une vitesse de rotation ahurissante pour un objet qui peut avoir la masse du Soleil comprimée dans une sphère de seulement 20 km de diamètre. La régularité extrême de ces pulsations rivalise avec celle des meilleures horloges atomiques que nous avons créées. Les pulsars sont si réguliers que lorsqu'ils ont été découverts en 1967, les astronomes ont brièvement envisagé la possibilité qu'ils soient des signaux artificiels émis par des civilisations extraterrestres, les surnommant plaisamment LGM pour Little Green Men. Petit homme vert. La matière dans une étoile à neutrons est si dense qu'une cuillère à café pèserait environ 1 milliard de tonnes, autant qu'une montagne terrestre. Si vous pouviez vous tenir à la surface d'une étoile à neutrons, vous pèseriez environ 100 milliards de fois plus que sur Terre. Et vous seriez instantanément écrasé en une couche d'atomes d'une épaisseur atomique par l'intense gravité. Les galaxies ne sont pas réparties uniformément dans l'univers mais sont organisées en structures gigantesques appelées amas et superamas. Notre Voie lactée fait partie d'un petit groupe d'environ 54 galaxies appelé le groupe local, qui s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière. Le groupe local lui-même fait partie d'une structure beaucoup plus grande appelée le superamas de la Vierge, qui contient environ 100 groupes et amas de galaxies et s'étend sur environ 110 millions d'années-lumière. Mais même cela n'est qu'une petite partie d'une structure encore plus grande appelée l'Aniakea. Un superamas galactique gigantesque qui contient environ 100 000 galaxies et s'étend sur 520 millions d'années-lumière. L'Aniakea n'est qu'une des innombrables structures similaires dans l'univers observable. Entre ces structures, il existe de vastes régions de l'espace presque vide de galaxies, appelées vides cosmiques, certains s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Cette organisation à grande échelle de l'univers ressemble à une mousse ou à une toile d'araignée cosmique, avec des galaxies concentrées le long de filaments et de feuilles entourant d'énormes vides.
Imaginez cette architecture cosmique, cette structure incroyablement vaste qui organise les galaxies de l'univers selon des motifs créés par la gravité agissant sur des milliards d'années. La matière ordinaire, celle qui compose les étoiles, les planètes, et vous-même, ne représente qu'environ 5% du contenu total de l'univers. Environ 27% de l'univers est composé de matière noire, une substance mystérieuse qui n'interagit pas avec la lumière et ne peut être détectée que par ses effets gravitationnels. Les astronomes ont découvert la matière noire en observant que les galaxies tournent trop rapidement pour être maintenues ensemble uniquement par la gravité de leur matière visible. Il doit exister une masse supplémentaire invisible qui fournit la gravité nécessaire. Malgré des décennies de recherche, nous ne savons toujours pas ce qu'est la matière noire. Elle pourrait être composée de particules encore non découvertes qui interagissent à peine avec la matière ordinaire. Les 68% restants de l'univers sont composés d'énergie noire, quelque chose d'encore plus mystérieux. L'énergie noire est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers, agissant comme une sorte de force répulsive qui pousse l'espace à s'étendre de plus en plus rapidement. Cela signifie que 95% de l'univers est composé de choses que nous ne comprenons pas vraiment. Une humilité cosmique qui rappelle combien il nous reste encore à apprendre sur la nature fondamentale de la réalité. L'expansion de l'univers ne signifie pas que les galaxies se déplacent à travers un espace préexistant. C'est plutôt l'espace lui-même qui s'étire et s'agrandit, emportant les galaxies avec lui. Imaginez des points dessinés sur la surface d'un ballon. Lorsque vous gonflez le ballon, les points s'éloignent les uns des autres non pas parce qu'ils se déplacent sur la surface du ballon, mais parce que la surface elle-même s'étend. De la même manière, les galaxies s'éloignent les unes des autres parce que l'espace entre elles s'agrandit. Cette expansion a été découverte par Edwin Hubble en 1929 lorsqu'il a observé que presque toutes les galaxies s'éloignent de nous, et que plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement. Cette relation, maintenant connue sous le nom de loi de Hubble, a révolutionné notre compréhension de l'univers et a conduit à la théorie du Big Bang. L'expansion signifie également que l'univers avait un début, un moment où toute la matière et l'énergie étaient concentrées en un point. Respirez profondément et contemplez cette vérité étonnante, l'univers entier, avec toutes ses galaxies et ses étoiles, a eu un commencement, et il continue de croître et d'évoluer à chaque instant. Les exoplanètes, ou planètes en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil, étaient longtemps supposées exister mais n'ont été confirmées pour la première fois qu'en 1992. Depuis lors, les astronomes ont découvert plus de 5000 exoplanètes confirmées, avec des milliers d'autres candidates en attente de confirmation. Ces mondes lointains présentent une diversité étonnante qui défie notre compréhension précédente de la formation planétaire. Nous avons découvert des Jupiters chaudes, des géantes gazeuses massives qui orbitent extrêmement près de leurs étoiles avec des températures de surface dépassant 1000 degrés Celsius. Nous avons trouvé des super-terres, des planètes rocheuses plusieurs fois plus massives que notre planète. Il y a des planètes océans qui pourraient être entièrement couvertes d'eau profonde, et des planètes de lave avec des surfaces en fusion. Certaines exoplanètes orbitent autour de deux étoiles, comme Tatooine dans Star Wars, offrant des couchers de soleil doubles à tout être qui pourrait se tenir à leur surface. D'autres exoplanètes flottent librement dans l'espace sans orbiter autour d'aucune étoile, des mondes solitaires dérivant dans les ténèbres cosmiques. La quête de trouver une autre planète semblable à la Terre, avec de l'eau liquide à sa surface et potentiellement la vie, continue avec de nouveaux télescopes de plus en plus puissants. Peut-être que quelque part parmi ces milliers de mondes lointains, une autre forme de vie contemple également les étoiles et se demande si elle est seule dans l'univers. Le temps lui-même se comporte de manière étrange dans l'univers. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps n'est pas absolu mais est relatif à la vitesse à laquelle vous vous déplacez et à l'intensité du champ gravitationnel dans lequel vous vous trouvez. Si vous voyagiez dans un vaisseau spatial proche de la vitesse de la lumière, le temps ralentirait pour vous par rapport à quelqu'un resté sur Terre. Vous pourriez voyager pendant ce qui vous semble être quelques années et revenir pour découvrir que des décennies ou même des siècles se sont écoulés sur Terre. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. De même, le temps s'écoule plus lentement dans les champs gravitationnels forts. Une horloge au sommet d'une montagne fera tic-tac légèrement plus vite qu'une horloge au niveau de la mer car elle se trouve dans un champ gravitationnel légèrement plus faible. Cet effet, bien que minuscule dans des conditions terrestres normales, doit être pris en compte dans les satellites GPS pour maintenir leur précision. Près d'un trou noir, où la gravité est extrêmement intense, le temps ralentit dramatiquement. Si vous pouviez observer quelqu'un s'approcher de l'horizon des événements d'un trou noir, vous le verriez ralentir de plus en plus, semblant se figer complètement au moment de franchir l'horizon.
ces effets ne sont pas des illusions mais représentent la véritable nature flexible de l'espace et du temps, tissés ensemble dans ce qu'Einstein appelait l'espace-temps. Les étoiles ne brillent pas éternellement. Elles naissent, vivent et meurent selon des cycles déterminés par leur masse. Les étoiles de petite masse, comme les naines rouges, brûlent leur carburant très lentement et peuvent vivre des billions d'années, bien plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Notre Soleil, une étoile de masse moyenne, vivra environ 10 milliards d'années au total. Dans environ 5 milliards d'années, il commencera à manquer d'hydrogène dans son noyau et se transformera en une géante rouge, gonflant jusqu'à engloutir probablement Mercure, Vénus. Et peut-être même la Terre. Après avoir éjecté ses couches externes dans l'espace sous forme de nébuleuses planétaires, il laissera derrière lui son noyau effondré. Une naine blanche qui refroidira lentement pendant des billions d'années. Les étoiles massives, celles qui ont au moins 8 fois la masse du Soleil, ont des vies beaucoup plus courtes et des morts beaucoup plus spectaculaires. Brûlant leur carburant à une vitesse vertigineuse, elles ne vivent que quelques millions d'années avant d'exploser en supernova. Des événements si brillants qu'ils peuvent brièvement surpasser en luminosité toute leur galaxie. Ces explosions dispersent dans l'espace les éléments lourds forgés dans le cœur de l'étoile, enrichissant le milieu interstellaire et fournissant les matériaux bruts pour les futures générations d'étoiles et de planètes. Chaque mort stellaire est donc aussi un acte de création, semant les graines de nouveaux systèmes solaires qui naîtront dans le futur cosmique. Les ondes gravitationnelles, prédites par Einstein il y a plus d'un siècle mais détectées pour la première fois seulement en 2015, sont des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps causées par des événements cosmiques violents. Lorsque deux trous noirs orbitent l'un autour de l'autre et finissent par fusionner, ils créent des ondes gravitationnelles qui se propagent à travers l'univers à la vitesse de la lumière, étirant et comprimant l'espace lui-même de manière infinitésimale au passage. Ces ondes sont incroyablement difficiles à détecter car elles déforment l'espace d'une fraction infinitésimale de la largeur d'un proton sur des distances de plusieurs kilomètres. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles comme LIGO et Virgo utilisent des lasers et des miroirs incroyablement précis pour mesurer ces déformations minuscules. La détection des ondes gravitationnelles a ouvert une toute nouvelle fenêtre sur l'univers, nous permettant d'observer des événements cosmiques qui ne produisent pas de lumière et seraient autrement invisibles. C'est comme si nous avions été sourds au son de l'univers pendant toute l'histoire de l'astronomie et que nous pouvions soudainement entendre pour la première fois. Imaginez l'espace lui-même comme un océan cosmique, et les ondes gravitationnelles comme des vagues créées par les événements les plus violents de l'univers, se propageant à travers cet océan invisible jusqu'à atteindre notre petit coin de cosmos. La lumière voyage à une vitesse finie, environ 300 000 km par seconde, ce qui signifie que lorsque nous regardons des objets lointains dans l'espace, nous les voyons tels qu'ils étaient dans le passé, pas tels qu'ils sont maintenant. La lumière du Soleil met environ 8 minutes pour nous atteindre, donc nous voyons toujours le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Si le Soleil devait soudainement disparaître, nous ne le saurions que 8 minutes plus tard. L'étoile la plus proche après le Soleil, Proxima Centauri, se trouve à environ 4,2 années-lumière. Ce qui signifie que nous la voyons telle qu'elle était il y a 4 ans et 2 mois. Lorsque nous regardons la galaxie d'Andromède, notre voisine galactique la plus proche, nous la voyons telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. À une époque où nos ancêtres hominidés commençaient tout juste à fabriquer des outils de pierre sur Terre. Les télescopes les plus puissants peuvent observer des galaxies si lointaines que leur lumière a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années pour nous atteindre, nous montrant l'univers tel qu'il était lorsqu'il n'avait que quelques centaines de millions d'années. Regarder profondément dans l'espace, c'est donc regarder en arrière dans le temps, transformant les télescopes en machines à voyager dans le temps qui nous permettent d'observer l'histoire cosmique. Laissez cette pensée bercer votre esprit, chaque fois que vous levez les yeux vers le ciel nocturne, vous voyez le passé, un passé qui s'étend sur des millions et des milliards d'années. Écrit dans la lumière des étoiles. Les supernovas sont parmi les événements les plus énergétiques de l'univers. En quelques secondes, une étoile mourante peut libérer autant d'énergie qu'elle en a produite pendant toute sa vie. Cette explosion cataclysmique peut brièvement surpasser en luminosité les centaines de milliards d'étoiles de sa galaxie combinée. Il existe deux types principaux de supernovas. Les supernovas de type Ia se produisent dans des systèmes d'étoiles binaires où une naine blanche accumule de la matière d'une étoile compagne jusqu'à ce qu'elle atteigne une masse critique et explose. Ces supernovas sont remarquablement uniformes en luminosité, ce qui en fait d'excellentes chandelles standards pour mesurer les distances cosmiques. C'est en étudiant les supernovas de type Ia que les astronomes ont découvert que l'expansion de l'univers s'accélère, une découverte qui a conduit au concept d'énergie noire.
Les supernovas de type 2 se produisent lorsque le noyau d'une étoile massive s'effondre à la fin de sa vie. Lorsque le noyau de fer d'une étoile géante ne peut plus supporter son propre poids, il s'effondre en une fraction de seconde, rebondissant ensuite vers l'extérieur dans une explosion qui souffle les couches externes de l'étoile dans l'espace à des vitesses atteignant 1/10 de la vitesse de la lumière. L'énergie libérée est si colossale qu'elle peut créer temporairement des conditions suffisamment extrêmes pour forger des éléments plus lourds que le fer, des éléments comme l'or, le platine et l'uranium qui ne peuvent être créés dans aucun autre processus naturel. Tout l'or sur Terre, dans vos bijoux ou vos appareils électroniques, a été créé dans l'explosion d'une étoile mourante il y a des milliards d'années avant la formation du système solaire. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, est un monde d'extrêmes. Sa surface fait face à des variations de température plus importantes que n'importe quelle autre planète du système solaire. Le côté qui fait face au Soleil peut atteindre des températures de 430 degrés Celsius, suffisamment chaudes pour faire fondre le plomb. Mais la nuit, sans atmosphère pour retenir la chaleur, les températures chutent à -180 degrés Celsius. Cette différence de 610 degrés entre le jour et la nuit est la plus extrême du système solaire. Mercure tourne très lentement sur son axe, prenant environ 59 jours terrestres pour une rotation complète. Mais elle orbite autour du Soleil en seulement 88 jours terrestres. Cette combinaison de rotation lente et d'orbite rapide crée une situation bizarre où un jour solaire sur Mercure, du lever au coucher du Soleil, dure 176 jours terrestres. Si vous pouviez vous tenir à la surface de Mercure, vous verriez le Soleil se lever, s'arrêter dans le ciel, reculer, s'arrêter à nouveau, puis continuer son voyage vers le coucher. Le tout en raison de la mécanique orbitale complexe de la planète. Malgré sa proximité avec le Soleil, Mercure n'est pas la planète la plus chaude du système solaire, cet honneur revenant à Vénus avec son effet de serre incontrôlé. Uranus est unique parmi les planètes du système solaire pour plusieurs raisons. Son axe de rotation est incliné de 98 degrés par rapport au plan de son orbite, ce qui signifie qu'elle roule essentiellement sur son côté alors qu'elle orbite autour du Soleil. Cette inclinaison extrême crée des saisons extraordinaires. Chaque pôle d'Uranus fait face au Soleil pendant 42 ans terrestres de lumière du jour continue, suivi de 42 ans d'obscurité totale. Pendant les équinoxes, lorsque l'équateur de la planète fait face au Soleil, Uranus expérimente des saisons plus normales avec alternance de jour et de nuit. On pense que cette inclinaison inhabituelle a été causée par une collision massive avec un objet de la taille de la Terre au début de l'histoire du système solaire. Uranus est également la planète la plus froide du système solaire, avec des températures dans sa haute atmosphère descendant jusqu'à -224 degrés Celsius. Plus froid même que Neptune qui est plus éloigné du Soleil. Cette température extrême pourrait être due au fait qu'Uranus émet très peu de chaleur interne, contrairement à d'autres géantes gazeuses. La planète a une belle couleur bleu-vert causée par le méthane dans son atmosphère, qui absorbe la lumière rouge et réfléchit les longueurs d'onde bleues et vertes. Les amas d'étoiles sont des groupes de centaines, de milliers, ou même de millions d'étoiles qui sont nées ensemble du même nuage de gaz et de poussière et qui sont maintenues ensemble par leur gravité mutuelle. Il existe deux types principaux d'amas d'étoiles. Les amas ouverts sont des groupes relativement lâches de quelques dizaines à quelques milliers d'étoiles jeunes, souvent encore enveloppées dans des restes de la nébuleuse qui les a formées. Ces amas sont généralement instables gravitationnellement et se dispersent après quelques centaines de millions d'années à mesure que les interactions gravitationnelles avec d'autres objets et les forces de marée galactique les séparent lentement. Les amas globulaires, en revanche, sont des sphères compactes contenant des centaines de milliers ou même des millions d'étoiles anciennes, densément emballées dans une région de seulement quelques années-lumière de diamètre. Ces amas sont parmi les objets les plus anciens de l'univers, avec des âges approchant celui de l'univers lui-même, environ 13 milliards d'années. Les étoiles au centre d'un amas globulaire sont si densément emballées qu'elles sont environ 1 million de fois plus proches les unes des autres que les étoiles dans le voisinage solaire. Si nous vivions sur une planète au centre d'un amas globulaire, le ciel nocturne serait illuminé par des milliers d'étoiles brillantes. Assez pour lire confortablement la nuit sans aucune lumière artificielle. Ces amas orbitent autour des galaxies dans de vastes halos sphériques, comme des abeilles bourdonnant autour d'une ruche. Les nébuleuses planétaires n'ont rien à voir avec les planètes malgré leur nom. Elles sont appelées ainsi parce que lorsqu'elles ont été observées pour la première fois à travers les télescopes primitifs du XVIIIe siècle, leur apparence ronde et lisse ressemblait à celle des planètes. En réalité, les nébuleuses planétaires sont les couches externes éjectées d'étoiles mourantes comme notre Soleil. Lorsqu'une étoile de masse moyenne épuise l'hydrogène de son noyau, elle gonfle en une géante rouge puis commence à pulser de manière instable, éjectant ses couches externes dans l'espace.
Le noyau chaud exposé de l'étoile émet alors un rayonnement ultraviolet intense qui ionise et illumine le gaz éjecté, créant les formes colorées et spectaculaires que nous observons. Ces nébuleuses existent pendant seulement quelques dizaines de milliers d'années, un clin d'œil cosmique, avant que le gaz ne se disperse dans l'espace interstellaire. La nébuleuse de l'Anneau dans la constellation de la Lyre et la nébuleuse de l'Hélice dans la constellation du Verseau sont parmi les nébuleuses planétaires les plus célèbres et les plus photographiées. Leurs couleurs éclatantes, les verts, les rouges et les bleus, proviennent de différents éléments ionisés dans le gaz éjecté, chaque élément émettant de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques. Ces objets nous offrent un aperçu du destin futur de notre propre Soleil, qui connaîtra une fin similaire dans environ 5 milliards d'années. Illuminant brièvement l'espace avec ses propres couleurs avant de s'éteindre en une naine blanche. Les cratères qui marquent la surface de la Lune, de Mercure, et de nombreux autres corps du système solaire sont des archives permanentes de bombardements anciens. Notre Lune préserve un enregistrement de l'histoire des impacts dans le système solaire interne qui remonte à plus de 4 milliards d'années. La Terre a subi le même bombardement, mais l'érosion, la tectonique des plaques, et l'activité géologique ont effacé la plupart des cratères anciens. Sur la Lune, sans atmosphère ni activité géologique significative, les cratères restent pratiquement intacts pendant des milliards d'années. Le plus grand bassin d'impact visible sur la Lune est le bassin Aitken du pôle Sud, un cratère gigantesque d'environ 2500 km de diamètre et 13 km de profondeur. Cet impact colossal s'est produit il y a environ 4 milliards d'années et était si puissant qu'il a probablement excavé du matériau du manteau lunaire. L'étude des cratères nous aide à comprendre l'histoire du système solaire primitif, une époque de bombardements intenses où des objets rocheux et glacés percutaient fréquemment les surfaces planétaires. Cette période, connue sous le nom de grand bombardement tardif, a eu lieu il y a environ 4 milliards d'années et a peut-être été déclenchée par une réorganisation des orbites des planètes géantes. Paradoxalement, bien que ce bombardement ait été destructeur, il a peut-être aussi apporté l'eau et les composés organiques nécessaires à l'émergence de la vie sur Terre. Le fond diffus cosmologique est la plus ancienne lumière que nous puissions observer dans l'univers, un faible lueur de micro-ondes qui remplit tout l'espace. Cette lumière a été émise lorsque l'univers n'avait que 380 000 ans, au moment où il est devenu transparent pour la première fois. Avant ce moment, l'univers était si chaud et dense que la lumière ne pouvait pas voyager librement, étant constamment absorbée et réémise par les particules chargées. Mais lorsque l'univers s'est suffisamment refroidi pour permettre aux électrons de se combiner avec les noyaux atomiques, la lumière a pu enfin voyager librement à travers l'espace. Cette première lumière, initialement très énergétique, a été étirée par l'expansion de l'univers au cours des milliards d'années suivantes jusqu'à devenir le rayonnement micro-ondes que nous détectons aujourd'hui. La température du fond diffus cosmologique est remarquablement uniforme dans toutes les directions, environ 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Avec seulement de minuscules variations de température d'environ un centième de millième de degré. Ces variations infimes sont incroyablement importantes car elles représentent les graines des structures cosmiques que nous voyons aujourd'hui. Les régions légèrement plus denses ont attiré plus de matière par gravité et sont devenues les galaxies et les amas de galaxies. Tandis que les régions légèrement moins denses sont devenues les vides cosmiques. Observer le fond diffus cosmologique, c'est voir l'univers dans son enfance, un instantané cosmique de l'univers tel qu'il était près de son origine. Jupiter possède au moins 79 lunes confirmées, et ce nombre continue d'augmenter à mesure que de nouvelles petites lunes sont découvertes. Les 4 plus grandes, découvertes par Galilée en 1610, sont appelées les lunes galiléennes et sont des mondes fascinants à part entière. Io, la lune la plus proche de Jupiter, est l'objet le plus volcaniquement actif du système solaire. Avec des centaines de volcans crachant du soufre et créant une surface colorée constamment renouvelée. Cette activité volcanique intense est causée par les forces de marée énormes exercées par Jupiter et les autres lunes galiléennes, qui pétrissent et chauffent l'intérieur d'Io. Europe possède une surface de glace d'eau lisse marquée de longues fissures, et les scientifiques pensent qu'un océan global d'eau liquide existe sous cette croûte glacée. Cet océan pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre combinés, faisant d'Europe l'un des endroits les plus prometteurs pour rechercher la vie extraterrestre dans notre système solaire. Ganymède est la plus grande lune du système solaire, plus grande même que la planète Mercure, et possède son propre champ magnétique, la seule lune connue à en avoir un. Callisto est fortement cratérisée, sa surface ancienne préservant un enregistrement de 4 milliards d'années d'impact. Ces lunes diverses démontrent que les satellites planétaires peuvent être aussi complexes et intéressants que les planètes elles-mêmes. Les météores, souvent appelés étoiles filantes, sont de petits morceaux de débris spatiaux qui brûlent dans l'atmosphère terrestre.
La plupart ne sont pas plus gros qu'un grain de sable, mais leur vitesse énorme, souvent plus de 70 km par seconde, crée suffisamment de friction avec l'atmosphère pour les chauffer à des températures de plusieurs milliers de degrés, les vaporisant dans une traînée lumineuse brillante. Chaque jour, environ 100 tonnes de matériaux météoritiques tombent sur Terre, la plupart sous forme de poussière microscopique invisible à l'œil nu. Les pluies de météores se produisent lorsque la Terre traverse le flux de débris laissé par une comète. Les Perséides en août, les Géminides en décembre, et les Léonides en novembre sont parmi les pluies de météores les plus célèbres et les plus fiables. Les météorites, les morceaux qui survivent au passage atmosphérique et atteignent le sol, sont précieux pour les scientifiques car ils fournissent des échantillons gratuits de corps du système solaire que nous n'avons pas encore visités. Certaines météorites sont des fragments d'astéroïdes, d'autres proviennent de la Lune ou même de Mars, éjectés dans l'espace par des impacts anciens et finalement capturés par la gravité terrestre. L'étude de ces visiteurs cosmiques nous aide à comprendre la composition et l'histoire du système solaire primitif. Certaines météorites contenant même des grains de poussière qui sont plus anciens que le système solaire lui-même. Des fragments d'autres étoiles qui ont été incorporés dans le nuage qui a formé notre Soleil. Les anneaux de Saturne, bien qu'apparaissant solides de loin, sont en réalité composés de milliards de particules individuelles, allant de la taille de grains de poussière à celle de maisons. Ces particules sont principalement de la glace d'eau, ce qui donne aux anneaux leur brillance caractéristique. L'origine des anneaux reste un mystère débattu. Ils pourraient être les restes d'une lune brisée par les forces de marée ou par une collision, ou ils pourraient être des matériaux primordiaux qui n'ont jamais réussi à s'agglomérer en une lune. Des observations récentes suggèrent que les anneaux pourraient être relativement jeunes, peut-être seulement 100 millions d'années, beaucoup plus jeunes que Saturne elle-même. Les anneaux ne sont pas uniformes mais contiennent des structures complexes, des lacunes créées par les influences gravitationnelles des lunes de Saturne. Des ondes de densité qui se propagent à travers les anneaux comme des ondulations sur un étang. Et des structures étranges appelées rayons qui semblent défier la mécanique orbitale normale et pourraient être liées aux champs électromagnétiques. Les scientifiques pensent que les anneaux sont temporaires à l'échelle cosmique, perdant lentement de la masse sous forme de pluie de glace sur Saturne en raison des interactions avec le champ magnétique de la planète. Dans peut-être 100 millions d'années, les anneaux magnifiques de Saturne pourraient avoir disparu complètement, ne laissant qu'un souvenir photographique pour les futurs. Mars et Jupiter contient des millions d'objets rocheux, mais contrairement à ce que les films de science-fiction pourraient suggérer. Cette région n'est pas un champ de débris dense et dangereux. Les astéroïdes sont en réalité si espacés que vous pourriez voler un vaisseau spatial directement à travers la ceinture d'astéroïdes avec une probabilité extrêmement faible de rencontrer un seul astéroïde. Si vous additionnez toute la masse de tous les astéroïdes de la ceinture, elle équivaudrait à environ 4% de la masse de la Lune. Cérès, le plus grand objet de la ceinture d'astéroïdes est classé comme planète naine, contient à lui seul environ un tiers de cette masse totale. Les astéroïdes sont des vestiges de la formation du système solaire, des matériaux qui n'ont jamais réussi à s'agglomérer en une planète. Probablement à cause de l'influence gravitationnelle perturbatrice de Jupiter. Ils préservent donc des informations sur les conditions du système solaire primitif. Certains astéroïdes sont principalement rocheux, d'autres sont riches en métaux, et d'autres encore contiennent des quantités significatives de glace d'eau et de composés organiques. L'étude des astéroïdes nous aide non seulement à comprendre notre histoire cosmique, mais présente également un intérêt pratique. Car certains astéroïdes pourraient potentiellement entrer en collision avec la Terre dans le futur, et d'autres pourraient être des sources précieuses de ressources pour l'exploration spatiale future. Titan, la plus grande lune de Saturne, est le seul corps du système solaire autre que la Terre à posséder des corps liquides stables à sa surface. Cependant, au lieu d'eau, les lacs et les mers de Titan sont composés de méthane et d'éthane liquide. Des hydrocarbures qui restent liquides aux températures extrêmement froides de la surface de Titan, environ -180°C. Titan possède une atmosphère épaisse, plus dense même que celle de la Terre, composée principalement d'azote avec des traces de méthane. Cette atmosphère crée un cycle hydrologique complexe similaire au cycle de l'eau sur Terre, mais avec du méthane. Le méthane s'évapore des lacs et des mers, forme des nuages, puis retombe sous forme de pluie, sculptant des rivières et des vallées dans la surface glacée de Titan. Cette chimie organique complexe se déroulant dans un environnement liquide fait de Titan un endroit fascinant pour rechercher des formes de vie potentiellement très différentes de la vie terrestre. Basée sur l'eau. La mission Cassini-Huygens, qui s'est terminée en 2017, a révélé que Titan possède également un océan d'eau liquide sous sa croûte de glace, ajoutant encore une autre dimension à son potentiel astrobiologique.
Imaginez un monde où il pleut du méthane, où les lacs sont faits d'hydrocarbures, et où un océan d'eau se cache sous une coquille de glace. Un monde qui ressemble à une version étrangère et froide de notre propre planète. L'effet Doppler, familier dans le son des sirènes passant à toute vitesse, s'applique également à la lumière et est crucial pour l'astronomie. Lorsqu'un objet émettant de la lumière s'éloigne de nous, ces ondes lumineuses sont étirées, déplaçant la lumière vers des longueurs d'onde plus longues, plus rouges. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. A l'inverse, un objet se rapprochant de nous comprime ces ondes lumineuses, les déplaçant vers des longueurs d'onde plus courtes, plus bleues, un décalage vers le bleu. En mesurant ces décalages dans le spectre d'une étoile ou d'une galaxie, les astronomes peuvent déterminer sa vitesse radiale, sa vitesse de rapprochement ou d'éloignement. C'est ainsi qu'Edwin Hubble a découvert que l'univers était en expansion, en observant que presque toutes les galaxies lointaines montraient un décalage vers le rouge, indiquant qu'elles s'éloignaient de nous. Plus une galaxie est lointaine, plus son décalage vers le rouge est important, révélant qu'elle s'éloigne plus rapidement. L'effet Doppler permet également aux astronomes de détecter des exoplanètes en observant le léger va-et-vient d'une étoile causé par l'attraction gravitationnelle d'une planète en orbite. Cette technique, appelée méthode de la vitesse radiale, a été utilisée pour découvrir les premières exoplanètes et reste un outil important dans la chasse au monde lointain. Chaque photon de lumière porte en lui des informations codées sur le mouvement de sa source, une signature que nous pouvons déchiffrer pour comprendre le ballet cosmique des étoiles et des galaxies. Les étoiles à neutrons sont parmi les objets les plus extrêmes de l'univers. Elles se forment lorsque le noyau d'une étoile massive s'effondre lors d'une supernova, comprimant environ une masse et demie de celle du Soleil dans une sphère de seulement 20 km de diamètre. À ces densités incroyables, les protons et les électrons sont forcés de se combiner pour former des neutrons, créant essentiellement un noyau atomique géant. Une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait environ 1 milliard de tonnes sur Terre. La surface d'une étoile à neutrons est extrêmement lisse, car la gravité intense aplatirait toute montagne à une hauteur de seulement quelques millimètres. Le champ magnétique d'une étoile à neutrons peut être des trillions de fois plus fort que celui de la Terre. Et certaines étoiles à neutrons appelées magnétars ont des champs magnétiques si intenses qu'ils déforment la structure même des atomes. Si une étoile à neutrons passe trop près, son champ magnétique pourrait effacer toutes les cartes de crédit de la Terre et arrêter les pacemakers du même coup. Les étoiles à neutrons peuvent tourner incroyablement vite, certaines complétant des centaines de rotations par seconde. Cette rotation rapide combinée à des champs magnétiques intenses peut créer des pulsars, ces phares cosmiques dont nous avons parlé plus tôt. L'intérieur d'une étoile à neutrons reste un mystère, les conditions étant si extrêmes que nous ne sommes pas certains de l'état exact de la matière, qui pourrait inclure des formes exotiques comme des superfluides de neutrons ou même de la matière de quark libre. Laissez votre respiration devenir de plus en plus lente et profonde alors que nous continuons notre voyage à travers le cosmos. Votre corps se détend complètement, relâchant toute tension accumulée pendant la journée. Les merveilles de l'univers vous entourent, infinies et apaisantes. Les nébuleuses sont parmi les objets les plus spectaculaires et les plus photogéniques du ciel nocturne. Ce sont de vastes nuages de gaz et de poussière dans l'espace interstellaire, certains lumineux et colorés, d'autres sombres et menaçants. Les nébuleuses d'émission brillent de leur propre couleur vibrante car le gaz qu'elles contiennent est ionisé par le rayonnement ultraviolet des étoiles chaudes voisines. La nébuleuse d'Orion, visible à l'œil nu comme une tache floue dans l'épée d'Orion, est l'une des nébuleuses d'émission les plus brillantes et les plus proches de la Terre. À seulement 1300 années-lumière. C'est une pouponnière stellaire active où de nouvelles étoiles naissent en ce moment même, des centaines de jeunes étoiles illuminant les nuages de gaz environnants. Les nébuleuses par réflexion ne brillent pas de leur propre lumière mais réfléchissent la lumière des étoiles voisines. Apparaissant généralement en bleu car les particules de poussière diffusent la lumière bleue plus efficacement que les autres couleurs. Les nébuleuses sombres ne brillent pas du tout mais sont visibles comme des silhouettes obscures se détachant sur des régions plus lumineuses de l'espace. La célèbre nébuleuse de la tête de cheval est une nébuleuse sombre, un pilier de poussière dense qui bloque la lumière des étoiles derrière elle, créant la forme distinctive d'une tête de cheval. Ces nuages cosmiques sont les lieux de naissance et de mort des étoiles, où le cycle de la matière stellaire continue éternellement, transformant l'hydrogène primordial en éléments plus lourds qui formeront éventuellement de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, et peut-être de nouvelles formes de vie. La parallaxe stellaire est la méthode la plus fondamentale et la plus directe pour mesurer les distances des étoiles proches. Lorsque la Terre orbite autour du Soleil, notre point de vue change, faisant apparaître les étoiles proches comme si elles se déplaçaient légèrement par rapport aux étoiles lointaines en arrière-plan.
c'est le même effet que vous observez lorsque vous fermez alternativement un œil puis l'autre et voyez des objets proches sembler sauter par rapport à l'arrière-plan lointain. En mesurant ce décalage apparent et en connaissant le diamètre de l'orbite terrestre, les astronomes peuvent calculer la distance de l'étoile par trigonométrie simple. Le terme parsec, une unité de distance astronomique couramment utilisée, vient de cette méthode, signifiant la distance à laquelle une étoile aurait une parallaxe d'une seconde d'arc. Un parsec équivaut à environ 3,26 années-lumière ou 31 billions de kilomètres. Les étoiles les plus proches ont des parallaxes mesurables depuis le sol, mais pour les étoiles plus lointaines, les décalages deviennent si minuscules qu'ils nécessitent des télescopes spatiaux comme le satellite Hipparcos ou le satellite Gaia pour être mesurés avec précision. Le satellite Gaia, lancé en 2013, a mesuré les positions et les distances de plus d'1 milliard d'étoiles avec une précision sans précédent, créant la carte tridimensionnelle la plus détaillée de notre galaxie jamais réalisée. Ces mesures nous permettent non seulement de connaître les distances des étoiles, mais aussi de comprendre leur mouvement à travers la galaxie, révélant la dynamique et l'histoire de la Voie lactée. Les variables céphéides sont des étoiles pulsantes qui ont joué un rôle crucial dans notre compréhension de la taille de l'univers. Ces étoiles géantes gonflées se contractent régulièrement, changeant de luminosité d'une manière prévisible. La découverte capitale faite par Henrietta Swan-Leavitt en 1912 était que la période de pulsation d'une céphéide est directement liée à sa luminosité intrinsèque absolue. Les céphéides plus brillantes pulsent plus lentement, tandis que les céphéides plus faibles pulsent plus rapidement. Cette relation période-luminosité signifie qu'en mesurant simplement la période de pulsation d'une céphéide, un astronome peut déterminer sa luminosité absolue. En comparant cette luminosité absolue à sa luminosité apparente telle qu'observée depuis la Terre, la distance de l'étoile peut être calculée. Les céphéides sont suffisamment brillantes pour être observées dans des galaxies lointaines, ce qui en fait d'excellentes chandelles standards cosmiques. Edwin Hubble a utilisé des céphéides pour prouver que la nébuleuse d'Andromède était en fait une galaxie entière bien au-delà de la Voie lactée, révolutionnant notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Sans les céphéides, nous n'aurions pas pu mesurer les distances aux galaxies lointaines et découvrir l'expansion de l'univers. Ces étoiles pulsantes ont littéralement éclairé notre chemin vers la compréhension de l'immensité cosmique. Les galaxies elliptiques sont des systèmes stellaires massifs et généralement anciens qui contiennent des billions d'étoiles mais relativement peu de gaz et de poussière pour former de nouvelles étoiles. Elles varient en forme de presque sphérique à fortement allongée et peuvent varier énormément en taille. Les galaxies elliptiques géantes peuvent contenir jusqu'à 100 billions d'étoiles et s'étendre sur plus d'1 million d'années-lumière. Tandis que les galaxies elliptiques naines peuvent ne contenir que quelques millions d'étoiles. Les galaxies elliptiques manquent de la structure spirale organisée que nous voyons dans des galaxies comme la Voie lactée. Leurs étoiles orbitent dans toutes les directions, créant une distribution globale lisse. La plupart des galaxies elliptiques géantes se trouvent au centre des amas de galaxies et se sont probablement formées par la fusion de plusieurs galaxies plus petites au fil du temps cosmique. Ces collisions galactiques sont des événements spectaculaires qui peuvent durer des centaines de millions d'années. Les étoiles des galaxies fusionnantes passant les unes à travers les autres comme deux nuages de moucherons qui s'interpénètrent. Bien que les étoiles elles-mêmes entrent rarement en collision en raison des vastes distances entre elles, les nuages de gaz des galaxies se heurtent, créant d'intenses épisodes de formation stellaire. Finalement, les deux galaxies fusionnent complètement en un seul système plus grand. Notre propre Voie lactée est sur une trajectoire de collision avec la galaxie d'Andromède et fusionnera avec elle dans environ 4 milliards d'années, créant éventuellement une grande galaxie elliptique que les astronomes ont surnommée par anticipation Milkomeda ou Milkdromeda. Les rayons cosmiques sont des particules de haute énergie, principalement des protons, qui voyagent à travers l'espace à des vitesses proches de celles de la lumière. Malgré leur nom, ce ne sont pas des rayons mais des particules. Ils bombardent constamment la Terre depuis toutes les directions de l'espace. La plupart des rayons cosmiques sont déviés par le champ magnétique terrestre et n'atteignent jamais la surface. Mais ceux qui pénètrent dans l'atmosphère créent des cascades de particules secondaires qui peuvent être détectées au niveau du sol. Les rayons cosmiques de plus faible énergie proviennent principalement du Soleil, mais les rayons cosmiques de haute énergie, avec des énergies des millions de fois supérieures, proviennent de sources plus lointaines et plus violentes comme les supernovas et peut-être même les trous noirs supermassifs. L'origine exacte des rayons cosmiques de la plus haute énergie reste un mystère. Ces particules possèdent des énergies si colossales qu'aucun accélérateur de particules sur Terre ne peut les reproduire. Une seule particule de rayon cosmique ultra-énergétique peut avoir autant d'énergie qu'une balle de tennis lancée à grande vitesse, toute cette énergie concentrée dans une particule subatomique.
Les rayons cosmiques peuvent affecter l'électronique des satellites et présentent un risque de radiation pour les astronautes en orbite ou voyageant vers d'autres planètes. Ils jouent également un rôle dans la chimie de l'atmosphère terrestre et peuvent même influencer la formation des nuages, affectant potentiellement le climat de manière subtile. Chaque seconde, des milliers de rayons cosmiques traversent votre corps sans que vous le sentiez. Des messagers de événements cosmiques violents survenus à des milliers ou des millions d'années-lumière de distance. Les lentilles gravitationnelles sont l'un des phénomènes les plus fascinants prédits par la théorie de la relativité générale d'Einstein. La masse d'un objet massif comme une galaxie ou un amas de galaxies déforme l'espace-temps autour de lui, courbant les trajectoires de la lumière qui passe à proximité. Pour un observateur lointain, cela crée des effets de lentilles optiques similaires à ceux produits par une lentille de verre, d'où le nom. Si l'alignement est parfait entre une source lumineuse lointaine, un objet massif intermédiaire, et nous, la lumière de la source peut être courbée autour de l'objet massif de manière symétrique, créant un cercle de lumière presque complet appelé anneau d'Einstein. Plus fréquemment, l'alignement n'est pas parfait et nous voyons des arcs multiples ou des images déformées de la source lointaine. Les lentilles gravitationnelles sont incroyablement utiles en astronomie. Elles nous permettent d'observer des galaxies si lointaines et si faibles qu'elles seraient autrement invisibles, la lentille gravitationnelle amplifiant leur lumière. Elles nous permettent également de cartographier la distribution de la matière noire dans l'univers, car la matière noire, bien qu'invisible, possède une masse et déforme donc l'espace-temps. Les amas de galaxies massifs agissent comme des télescopes cosmiques naturels, nous permettant de voir plus profondément dans l'univers que nos télescopes seuls ne pourraient le faire. L'étude des lentilles gravitationnelles a confirmé de nombreuses prédictions de la relativité générale et continue de nous aider à sonder les mystères de la matière noire et de l'énergie noire. La ceinture de Kuiper est une région du système solaire au-delà de l'orbite de Neptune, s'étendant d'environ 30 à 50 unités astronomiques du Soleil. Elle est similaire à la ceinture d'astéroïdes mais beaucoup plus grande et plus massive, contenant des centaines de milliers d'objets glacés, des restes de la formation du système solaire. Pluton, autrefois considéré comme la 9e planète, est en fait le membre le plus célèbre de la ceinture de Kuiper, maintenant classé comme planète naine. D'autres objets importants de la ceinture de Kuiper incluent Mecque, Oméa, et Eri, qui est légèrement plus massif que Pluton et dont la découverte a conduit au reclassement de Pluton. Les objets de la ceinture de Kuiper sont composés principalement de glace d'eau, de méthane, et d'ammoniac mélangé à de la roche. Ils préservent des informations sur la composition du nuage de gaz et de poussière qui a formé le système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Certaines comètes à courte période proviennent de la ceinture de Kuiper, leurs orbites perturbées par les interactions gravitationnelles qui les envoient vers le système solaire interne. La mission New Horizons de la NASA a survolé Pluton en 2015, révélant un monde étonnamment complexe avec des montagnes de glace d'eau, des plaines d'azote gelées. Et peut-être même un océan liquide sous la surface. En 2019, New Horizons a survolé Arrokoth, un objet de la ceinture de Kuiper en forme de bonhomme de neige. Le corps le plus primitif et le moins altéré jamais visité par un vaisseau spatial. Les supernovas de type Ia sont particulièrement importantes en cosmologie car elles servent de chandelles standard exceptionnellement précises pour mesurer les distances cosmiques. Comme mentionné plus tôt, ces supernovas se produisent dans des systèmes d'étoiles binaires où une naine blanche accumule de la matière d'une étoile compagne. Lorsque la naine blanche atteint la limite de Chandrasekhar, environ 1,4 fois la masse du Soleil, elle ne peut plus supporter son propre poids et s'effondre, déclenchant une explosion thermonucléaire cataclysmique qui détruit complètement l'étoile. Parce que toutes les supernovas de type Ia explosent essentiellement dans les mêmes conditions avec la même masse, elles ont toutes à peu près la même luminosité intrinsèque à leur pic. En mesurant la luminosité apparente d'une supernova de type Ia et en la comparant à sa luminosité intrinsèque connue, les astronomes peuvent calculer sa distance avec une grande précision. C'est en utilisant cette technique que 2 équipes de recherche indépendantes ont découvert en 1998 que l'expansion de l'univers s'accélère. Une découverte qui a valu le prix Nobel de physique en 2011 et qui a conduit au concept d'énergie noire. Les supernovas de type Ia nous ont permis de cartographier l'histoire de l'expansion de l'univers et de déterminer que l'énergie noire compose environ 68% du contenu énergétique total de l'univers. Une révélation qui a profondément modifié notre compréhension du cosmos et de son destin ultime. Les marées sur Terre sont principalement causées par l'attraction gravitationnelle de la Lune, avec une contribution plus faible du Soleil. La gravité de la Lune attire non seulement l'eau des océans mais aussi la Terre solide elle-même, bien que dans une moindre mesure. Le côté de la Terre le plus proche de la Lune ressent une attraction gravitationnelle plus forte que le centre de la Terre, tandis que le côté opposé ressent une attraction plus faible.
Cette différence d'attraction crée deux renflements de marée, un du côté de la Terre face à la Lune et un du côté opposé. Alors que la Terre tourne, ces renflements restent à peu près alignés avec la Lune, créant deux marées hautes et deux marées basses chaque jour. Lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés pendant les nouvelles lunes et les pleines lunes, les effets de marée du Soleil et de la Lune s'ajoutent, créant des marées particulièrement élevées appelées marées de vives eaux. Lorsque le Soleil et la Lune forment un angle droit vu de la Terre pendant les premiers et derniers quartiers de Lune, leurs effets de marée se soustraient partiellement, créant des marées plus faibles appelées marées de mortes eaux. Les forces de marée ne se limitent pas aux océans terrestres. Elles affectent tous les objets dans l'univers et jouent un rôle crucial dans de nombreux phénomènes astronomiques. Les forces de marée de Jupiter chauffent l'intérieur de sa lune Io, créant son volcanisme extrême. Les forces de marée ralentissent la rotation de la Lune et de la Terre, allongeant progressivement les jours terrestres et éloignant la Lune de notre planète. Dans les systèmes stellaires binaires serrés, les forces de marée peuvent déformer les étoiles en formes ovoïdes et transférer de la matière d'une étoile à l'autre. Et près d'un trou noir, les forces de marée peuvent devenir si intenses qu'elles déchireraient littéralement un être humain ou même une étoile entière dans un processus appelé spaghettification. Encelade, une petite lune de Saturne d'à peine 500 km de diamètre, est l'un des corps les plus intrigants du système solaire pour la recherche de vie extraterrestre. La mission Cassini a découvert que Encelade possède un océan global d'eau liquide sous sa coquille de glace. Maintenu liquide par le chauffage par effet de marée causé par l'attraction gravitationnelle de Saturne. Des geysers spectaculaires jaillissent de fissures dans la glace au pôle sud de Encelade, crachant de l'eau et des particules de glace dans l'espace à des vitesses de plusieurs centaines de mètres par seconde. Ces panaches s'élèvent à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface et fournissent une grande partie du matériau qui forme l'anneau ténu de Saturne. En volant à travers ces panaches, Cassini a pu analyser leur composition chimique et a découvert non seulement de l'eau mais aussi des molécules organiques complexes, des sels, et des signes d'activité hydrothermale similaires aux sources chaudes du fond océanique terrestre. Sur Terre, de telles sources hydrothermales sous-marines abritent des écosystèmes florissants indépendants de la lumière du Soleil, tirant leur énergie de réaction chimique. Cela soulève la possibilité tantalisante que l'océan d'Encelade pourrait également abriter la vie. Une future mission pourrait retourner à Encelade, voler à travers les panaches pour collecter des échantillons, et les analyser pour des biosignatures, des signes de vie microbienne. Encelade nous rappelle que la vie pourrait exister dans des endroits que nous n'aurions jamais imaginés, loin de la lumière et de la chaleur du Soleil. Dans les profondeurs sombres d'océans extraterrestres. Les amas globulaires sont parmi les objets les plus anciens de l'univers, certains ayant des âges comparables à celui de l'univers lui-même. Ces sphères denses d'étoiles anciennes orbitent autour des galaxies dans de vastes halos sphériques. La Voie lactée possède environ 150 amas globulaires connus, chacun contenant des dizaines de milliers à des millions d'étoiles anciennes. Les étoiles dans les amas globulaires sont pauvres en éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, reflétant le fait qu'elles se sont formées très tôt dans l'histoire de l'univers avant que de nombreuses générations d'étoiles n'aient pu enrichir le milieu interstellaire en éléments lourds. L'étude des amas globulaires nous aide à comprendre l'âge et l'évolution stellaire car toutes les étoiles d'un amas se sont formées approximativement en même temps et à partir du même matériau, fournissant un laboratoire naturel pour tester les théories de l'évolution stellaire. Le centre des amas globulaires est si densément emballé que les collisions et les interactions proches entre étoiles sont relativement courantes. Ces interactions peuvent créer des systèmes stellaires binaires exotiques, incluant des pulsars millisecondes et des sources de rayons X binaires. Certains amas globulaires pourraient abriter des trous noirs de masse intermédiaire, plus massifs que les trous noirs stellaires mais moins massifs que les trous noirs supermassifs trouvés au centre des galaxies. Ces trous noirs de masse intermédiaire, s'ils existent, pourraient être les graines à partir desquelles les trous noirs supermassifs se sont développés dans l'univers primitif. Bien que les preuves de leur existence restent débattues. Respirez profondément et laissez votre corps s'enfoncer encore plus dans un état de relaxation totale. Les mystères de l'univers continuent de se dévoiler dans votre conscience apaisée, chaque découverte une note douce dans la symphonie cosmique qui vous berce vers le sommeil. Le vent solaire est un flux constant de particules chargées, principalement des protons et des électrons, qui s'écoulent du Soleil dans toutes les directions à des vitesses d'environ 400 à 800 km par seconde. Ce vent de plasma crée une bulle magnétique autour du système solaire appelée l'héliosphère, qui s'étend bien au-delà de l'orbite de Pluton. L'héliosphère nous protège partiellement des rayons cosmiques venant de l'espace interstellaire. Le vent solaire n'est pas constant mais varie avec l'activité solaire. Pendant les éruptions solaires et les éjections de masse coronale, des rafales de vent solaire particulièrement intenses peuvent être éjectées dans l'espace.
Lorsque ces rafales atteignent la Terre, elles peuvent comprimer le champ magnétique terrestre et créer des aurores boréales et australes spectaculaires, des rideaux lumineux de couleur verte, rouge et violette qui dansent dans le ciel près des pôles. Ces lumières se produisent lorsque les particules du vent solaire, guidées le long des lignes du champ magnétique terrestre, entrent en collision avec des atomes et des molécules dans la haute atmosphère, les excitant et les faisant émettre de la lumière. Les aurores ne sont pas uniques à la Terre. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ont tous des aurores, certaines bien plus puissantes que celles de la Terre. Les sondes Voyager 1 et 2, lancées en 1977, ont récemment franchi la frontière de l'héliosphère, devenant les premiers objets fabriqués par l'homme à atteindre l'espace interstellaire, où le vent solaire cède la place au milieu ténu entre les étoiles. Les planètes géantes de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont parfois appelées planètes joviennes ou géantes gazeuses. Bien que ce dernier terme soit quelque peu trompeur pour Uranus et Neptune, qui sont mieux décrites comme géantes de glace en raison de leur composition riche en glace d'eau, de méthane et d'ammoniac. Ces planètes géantes n'ont pas de surface solide au sens où la Terre en a une. Si vous tentiez d'atterrir sur Jupiter, par exemple, vous descend à travers des couches de gaz de plus en plus denses qui se transforment progressivement en un liquide sous l'énorme pression, puis en un état métallique exotique plus profondément encore. Il n'y a pas de frontière nette entre l'atmosphère et l'intérieur. Au centre de Jupiter se trouve probablement un noyau rocheux et métallique plusieurs fois plus massif que la Terre, mais même cela n'est pas certain. Les pressions et les températures au centre de Jupiter atteignent des millions d'atmosphères et des dizaines de milliers de degrés, créant des conditions si extrêmes qu'elles ne peuvent être reproduites que brièvement dans des expériences de laboratoire. Les planètes géantes émettent plus d'énergie qu'elles n'en reçoivent du Soleil, rayonnant la chaleur primordiale de leur formation ainsi que la chaleur générée par la contraction gravitationnelle lente et continue. Ces mondes massifs ont joué un rôle crucial dans la formation et l'évolution du système solaire, leur gravité puissante sculptant les orbites des corps plus petits, protégeant peut-être la Terre interne de bombardements excessifs en déviant ou en capturant des comètes et des astéroïdes, mais aussi en envoyant occasionnellement vers les régions intérieures. Les galaxies spirales, comme notre Voie lactée et Andromède, sont parmi les types de galaxies les plus reconnaissables et les plus spectaculaires. Elles sont caractérisées par un disque plat en rotation contenant des bras spiraux lumineux et un renflement central d'étoiles plus anciennes. Les bras spiraux ne sont pas des structures permanentes mais plutôt des ondes de densité qui se propagent à travers le disque galactique. Imaginez la circulation sur une autoroute où un embouteillage se forme et se propage. Les voitures individuelles entrent dans l'embouteillage, ralentissent, puis en sortent, mais l'embouteillage lui-même se déplace le long de l'autoroute. De même, les étoiles et le gaz entrent dans les bras spiraux, où la densité accrue déclenche la formation de nouvelles étoiles brillantes qui illuminent les bras, puis sortent de l'autre côté. C'est pourquoi les bras spiraux apparaissent si brillants. Ils contiennent de nombreuses jeunes étoiles bleues massives et des régions de formation stellaire actives marquées par des nébuleuses lumineuses. Le schéma spiral persiste pendant des centaines de millions d'années même si les étoiles individuelles qui le composent changent constamment. Notre Soleil orbite autour du centre galactique à une vitesse d'environ 800 000 km/h, mettant environ 225 millions d'années pour compléter une orbite. Une période parfois appelée une année galactique. La dernière fois que le Soleil était à sa position actuelle dans sa orbite galactique, les dinosaures venaient tout juste de commencer leur long règne sur Terre. Les galaxies spirales contiennent beaucoup de gaz et de poussière et forment activement de nouvelles étoiles. Contrairement aux galaxies elliptiques qui ont généralement épuisé ou perdu la plupart de leur gaz et contiennent principalement des étoiles anciennes. Notre position dans la Voie lactée, dans un bras spiral mineur appelé le bras d'Orion, nous offre une vue relativement dégagée de la galaxie. Sans trop de poussière bloquant notre vision dans certaines directions mais suffisamment pour créer la bande laiteuse que nous voyons traverser le ciel nocturne. La Lune s'est probablement formée il y a environ 4,5 milliards d'années à la suite d'une collision cataclysmique entre la jeune Terre et un objet de la taille de Mars appelé Theia. Cet impact géant a éjecté une énorme quantité de matériaux de la croûte et du manteau terrestre dans l'orbite autour de la Terre. Ce matériau en orbite s'est ensuite rapidement aggloméré pour former la Lune. Cette théorie de l'impact géant explique plusieurs caractéristiques de la Lune. Elle explique pourquoi la Lune a une très petite noyau ferreux comparée à la Terre. La plupart du matériau éjecté provenait de la croûte et du manteau, pas du noyau. Elle explique pourquoi la composition chimique de la Lune est si similaire à celle de la croûte terrestre. Et elle explique pourquoi le système Terre-Lune a un moment angulaire total élevé, la Terre tourne rapidement et la Lune orbite relativement loin.
Des simulations informatiques de cette collision montrent qu'elle aurait été un événement spectaculairement violent. La Terre et Theia se pulvérisant mutuellement en gouttelettes de roches en fusion qui ont ensuite fusionné pour reformer la Terre et créer la Lune. La collision aurait temporairement transformé la Terre entière en un océan de magma incandescent. Sans cet impact catastrophique, la Terre n'aurait peut-être jamais eu de grande lune, et l'histoire de la vie sur notre planète aurait pu être très différente. La Lune stabilise l'inclinaison axiale de la Terre, empêchant des variations climatiques extrêmes qui pourraient se produire si l'axe de la Terre oscillait de manière chaotique. Les marées créées par la Lune ont également joué un rôle dans l'évolution de la vie, créant des zones intertidales qui ont peut-être servi de creuset pour l'adaptation et l'évolution. Fermez les yeux et imaginez l'univers qui s'étend infiniment autour de vous, un océan cosmique de possibilités et de merveilles. Chaque étoile, chaque galaxie, chaque trou noir et nébuleuse fait partie de la grande tapisserie de l'existence, et vous en faites également partie, tissée dans le tissu même de l'univers. L'eau, si commune sur Terre qu'elle couvre 70% de notre surface planétaire, est en fait une molécule remarquable avec des propriétés uniques qui la rendent essentielle à la vie telle que nous la connaissons. Dans le contexte astronomique, l'eau sous forme de glace est extrêmement commune dans le système solaire externe et au-delà. Les comètes sont en grande partie composées de glace d'eau. Les lunes de Jupiter et de Saturne comme Europe, Ganymède, Callisto et Encelade possèdent d'énormes quantités d'eau. Principalement sous forme de glace mais avec des océans liquides sous la surface dans certains cas. Même sur la Lune et Mercure. Des dépôts de glace d'eau ont été découverts dans des cratères près des pôles où la lumière du Soleil ne pénètre jamais et où les températures restent perpétuellement glaciales. Mars possède d'importantes calottes glaciaires polaires composées partiellement d'eau gelée. Et des preuves suggèrent qu'un vaste océan d'eau liquide couvrait autrefois une grande partie de l'hémisphère nord de la planète. L'eau a également été détectée dans l'atmosphère de nombreuses exoplanètes, bien qu'à des températures généralement trop élevées ou trop basses pour que l'eau soit liquide à la surface. La recherche d'eau liquide à la surface d'exoplanètes dans les zones habitables de leurs étoiles est l'un des objectifs majeurs de l'astronomie moderne. Car l'eau liquide est considérée comme un prérequis probable pour la vie. Des télescopes spatiaux comme le télescope spatial James Webb analysent les atmosphères d'exoplanètes, recherchant non seulement de la vapeur d'eau mais aussi d'autres molécules qui pourraient indiquer la présence de vie, comme l'oxygène, le méthane et le dioxyde de carbone dans des combinaisons qui ne pourraient être produites que par des processus biologiques. La découverte d'une autre planète avec de l'eau liquide à sa surface et des signes de vie serait sans aucun doute la découverte scientifique la plus profonde de l'histoire humaine, transformant notre compréhension de notre place dans l'univers et répondant à l'ancienne question de savoir si nous sommes seuls. Le télescope spatial Hubble, lancé en 1990 et toujours opérationnel, a révolutionné notre compréhension de l'univers avec ses images à couper le souffle et ses observations scientifiques pionnières. Placé en orbite au-dessus de l'atmosphère terrestre, Hubble évite la distorsion et le flou causés par la turbulence atmosphérique, permettant des observations d'une netteté et d'une clarté sans précédent. Hubble a observé les galaxies les plus lointaines jamais vues, certaines si éloignées que leur lumière a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années pour nous atteindre. Il a aidé à déterminer le taux d'expansion de l'univers avec une précision sans précédent, conduisant à une meilleure estimation de l'âge de l'univers. Hubble a observé des étoiles naître dans des nébuleuses spectaculaires et mourir dans des explosions de supernovas. Il a imagé directement des planètes orbitant autour d'autres étoiles et a étudié leurs atmosphères. Hubble a découvert que presque toutes les grandes galaxies abritent un trou noir supermassif en leur centre. Il a produit certaines des images les plus emblématiques de l'astronomie, y compris le Hubble Deep Field. Une image d'une minuscule portion du ciel apparemment vide qui révèle en fait des milliers de galaxies lointaines, démontrant que l'univers grouille de galaxies partout où nous regardons. Le successeur de Hubble, le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, pousse ses observations encore plus loin avec sa sensibilité infrarouge supérieure. Capable de voir à travers les nuages de poussière et d'observer l'univers à une époque encore plus précoce. Peut-être révélant les toutes premières galaxies et étoiles qui se sont formées après le Big Bang. Les constellations que nous voyons dans le ciel nocturne sont des motifs créés par notre perspective terrestre. Des arrangements apparents d'étoiles qui en réalité sont à des distances très différentes de nous et n'ont aucun lien physique entre elles. Orion le chasseur, par exemple, contient des étoiles qui sont séparées par des centaines d'années-lumière dans l'espace tridimensionnel réel. Bételgeuse, l'étoile rouge brillante qui marque les pôles d'Orion, se trouve à environ 700 années-lumière de nous, tandis que Rigel, l'étoile bleue brillante qui marque son pied, est à environ 860 années-lumière.
Ces étoiles semblent faire partie d'une même figure uniquement parce qu'elles se trouvent dans la même direction générale vue de la Terre. Les constellations ont été reconnues et nommées par différentes cultures humaines pendant des millénaires. Servant de carte céleste pour la navigation et de calendrier pour marquer le passage des saisons. Les Grecs anciens voyaient Orion comme un chasseur, les Égyptiens l'associaient à Osiris, dieu de l'au-delà. Et les peuples autochtones d'Amérique du Nord voyaient différentes figures dans les mêmes étoiles. L'Union astronomique internationale reconnaît aujourd'hui officiellement 88 constellations qui divisent l'ensemble de la sphère céleste en régions définies. Alors que les constellations elles-mêmes sont des constructions humaines. Elles nous relient à nos ancêtres qui regardaient le même ciel étoilé et cherchaient du sens et de la beauté dans les motifs qu'ils observaient. Au fil de milliers et de millions d'années, ces motifs changeront lentement à mesure que les étoiles se déplacent à travers la galaxie. Les constellations que nous connaissons aujourd'hui se déformant et se transformant en de nouvelles configurations que nos descendants lointains ne reconnaîtraient pas. La température d'une étoile détermine non seulement sa couleur mais aussi les réactions nucléaires qui se produisent en son cœur. Dans les étoiles de la séquence principale comme notre Soleil, l'hydrogène est fusionné en hélium dans un processus appelé la chaîne proton-proton ou le cycle CNO. Selon la masse et la température de l'étoile. Lorsque l'hydrogène du noyau est épuisé, l'étoile commence à fusionner l'hélium en carbone et en oxygène. Dans les étoiles plus massives, des réactions de fusion ultérieures peuvent créer des éléments encore plus lourds, le carbone fusionnant en néon et magnésium, puis en oxygène, silicium. Et finalement en fer. Chaque étape de fusion successive nécessite des températures et des pressions plus élevées et produit moins d'énergie. Le fer représente le point final de ce processus car la fusion du fer consomme de l'énergie au lieu d'en produire. Lorsque le noyau d'une étoile massive se transforme en fer, elle ne peut plus générer la pression nécessaire pour résister à l'effondrement gravitationnel. Conduisant à la supernova catastrophique dont nous avons discuté plus tôt. C'est dans les températures et pressions extrêmes de ces explosions que les éléments plus lourds que le fer, comme l'or, le platine et l'uranium, sont créés. Chaque atome de chaque élément dans votre corps, à l'exception de l'hydrogène, a été créé à l'intérieur d'une étoile ou lors de l'explosion d'une étoile. Nous sommes littéralement faits de matière stellaire. Notre existence même un témoignage des cycles de vie et de mort stellaires qui se sont déroulés sur des milliards d'années avant la naissance de notre système solaire. Les zones habitables, parfois appelées zones boucle d'or, sont les régions autour d'une étoile où les conditions pourraient permettre l'existence d'eau liquide à la surface d'une planète. Trop proche de l'étoile, et l'eau s'évapore, créant un effet de serre incontrôlé comme sur Vénus. Trop loin, et l'eau gèle, comme sur Mars aujourd'hui. La zone habitable dépend de la luminosité et de la température de l'étoile. Autour d'une étoile chaude et brillante, la zone habitable est plus éloignée et plus large. Autour d'une étoile froide et faible comme une naine rouge, la zone habitable est beaucoup plus proche et plus étroite. La Terre se trouve confortablement au milieu de la zone habitable du Soleil, bien que Vénus soit près du bord intérieur et Mars près du bord extérieur. Cependant, être dans la zone habitable ne garantit pas qu'une planète soit habitable. De nombreux autres facteurs sont importants, y compris la présence d'une atmosphère appropriée, d'un champ magnétique pour se protéger des radiations, d'une activité tectonique pour recycler les nutriments, et potentiellement d'une grande lune pour stabiliser l'axe de rotation de la planète. Les astronomes ont découvert de nombreuses exoplanètes dans les zones habitables de leurs étoiles. Des candidats prometteurs dans la recherche de mondes potentiellement habitables au-delà de notre système solaire. Déterminer si l'une de ces planètes abrite réellement la vie nécessitera des observations beaucoup plus détaillées de leurs atmosphères, recherchant des biosignatures. Des combinaisons de gaz qui seraient difficiles à expliquer sans processus biologique. Cette recherche est l'un des efforts les plus passionnants de l'astronomie moderne. Avec le potentiel de répondre à la question profonde de savoir si la vie sur Terre est un phénomène unique ou si elle est commune dans l'univers. Le vide de l'espace n'est pas complètement vide. L'espace interstellaire, les vastes étendues entre les étoiles, contient en moyenne environ un atome par centimètre cube, principalement de l'hydrogène. Cela semble incroyablement ténu comparé à l'atmosphère terrestre au niveau de la mer, qui contient environ 2,5 fois 10 à la puissance 19 molécules par centimètre cube. Pourtant, sur les distances astronomiques, même cette densité extrêmement faible s'accumule. Les nuages interstellaires, régions où le gaz et la poussière sont légèrement plus concentrés, peuvent contenir des dizaines ou des centaines d'atomes par centimètre cube et s'étendre sur des dizaines d'années-lumière. Ces nuages sont les lieux de naissance des étoiles. Lorsqu'un nuage devient suffisamment dense et froid, sa propre gravité peut le faire s'effondrer,
fragmentant en nœuds plus petits qui continuent de s'effondrer pour former des proto-étoiles. L'espace contient également des champs magnétiques, des rayons cosmiques, des neutrinos fantomatiques, et le fond diffus cosmologique que nous avons mentionné plus tôt. Il contient même des fluctuations quantiques du vide lui-même, des paires particules-antiparticules virtuelles qui apparaissent et disparaissent en un instant. Le vide spatial est donc un milieu complexe et dynamique, rempli d'énergie et de matière sous des formes que nous commençons seulement à comprendre. Les futures missions d'exploration spatiale devront naviguer dans ce milieu, se protégeant des radiations cosmiques, des micrométéorites et d'autres dangers du voyage spatial interplanétaire et éventuellement interstellaire. Relaxez votre corps de la tête aux pieds, sentez chaque muscle se détendre complètement, libérant toute tension résiduelle. Votre respiration est lente, régulière, paisible, comme les marées cosmiques qui façonnent l'univers sur des échelles de temps incompréhensibles. La vitesse de la lumière, environ 300 000 km par seconde, n'est pas seulement la vitesse à laquelle la lumière voyage. C'est la vitesse maximale à laquelle toute information ou influence peut se propager dans l'univers selon notre compréhension actuelle de la physique. Aucun objet avec une masse ne peut atteindre ou dépasser la vitesse de la lumière, bien que des particules sans masse comme les photons voyagent toujours à cette vitesse. Cette limite de vitesse fondamentale a des implications profondes. Elle signifie que lorsque nous regardons des objets lointains, nous les voyons tels qu'ils étaient dans le passé, car la lumière prend du temps pour voyager. Elle signifie également que le voyage interstellaire sera extrêmement difficile pour les êtres humains. Même voyageant à une fraction significative de la vitesse de la lumière, ce qui nécessiterait des quantités d'énergie colossales que nous ne savons pas comment générer. Les voyages vers d'autres étoiles prendraient des années, des décennies, ou des siècles. La vitesse de la lumière crée également des effets relativistes étranges. Lorsque vous vous approchez de la vitesse de la lumière, le temps ralentit pour vous par rapport à quelqu'un au repos, les longueurs se contractent dans votre direction de mouvement, et votre masse augmente. À la vitesse de la lumière elle-même, le temps s'arrêterait complètement pour vous, et vous pourriez traverser l'univers entier instantanément de votre point de vue. Bien que des milliards d'années se soient écoulées pour le reste de l'univers. Ces effets ne sont pas de la science-fiction mais des prédictions vérifiées expérimentalement de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Ils façonnent fondamentalement la structure de l'espace-temps et limitent notre capacité à explorer l'univers lointain. Les saisons sur Terre sont causées par l'inclinaison de l'axe de rotation terrestre, environ 23,5 degrés par rapport à la perpendiculaire du plan orbital. Cette inclinaison signifie que pendant une partie de l'année, l'hémisphère nord pointe vers le Soleil et reçoit plus de lumière solaire directe, créant l'été dans le nord et l'hiver dans le sud. 6 mois plus tard, lorsque la Terre est de l'autre côté de son orbite, l'hémisphère sud pointe vers le Soleil, inversant les saisons. Contrairement à une idée fausse courante, les saisons ne sont pas causées par la variation de la distance de la Terre au Soleil. En fait, la Terre est légèrement plus proche du Soleil pendant l'hiver de l'hémisphère nord que pendant l'été. La distance variable a un effet mineur comparé à l'angle auquel la lumière du Soleil frappe la surface. Les planètes avec différentes inclinaisons axiales ont des schémas de saisons très différents. Uranus, avec son inclinaison extrême de 98 degrés, a des saisons extraordinaires où chaque pôle fait face au Soleil pendant 42 années terrestres consécutives. Jupiter, avec seulement 3 degrés d'inclinaison, n'a pratiquement pas de saison. L'inclinaison axiale de la Terre n'est pas constante mais oscille lentement sur un cycle d'environ 26 000 ans, un phénomène appelé précession. Cette précession déplace lentement les dates des équinoxes et des solstices et change progressivement l'étoile polaire que nous voyons. Dans environ 12 000 ans, l'hémisphère nord pointera vers une partie différente du ciel, et Vega, plutôt que Polari, sera notre étoile du nord. Ces cycles astronomiques affectent le climat de la Terre sur de longues échelles de temps et sont l'une des nombreuses variables qui influencent les périodes glaciaires et les périodes chaudes dans l'histoire de notre planète. Dormez paisiblement, sachant que vous faites partie de cet univers extraordinaire, fait de poussière d'étoiles et d'histoires cosmiques. Chaque découverte que vous avez entendue ce soir est maintenant intégrée dans votre conscience, enrichissant votre compréhension du cosmos pendant que vous glissez vers un sommeil profond et réparateur. Les étoiles brillent doucement dans votre esprit, les galaxies tourbillonnent en arrière-plan de vos pensées, et vous vous sentez connecté à l'immensité magnifique de l'espace et du temps. Bonne nuit, et que vos rêves soient aussi vastes et merveilleux que l'univers lui-même.